On passe notre vie sur Internet, mais est-ce qu'on s'est déjà demandé comment ça marche vraiment? Qu'est-ce qui se passe concrètement derrière notre écran quand on clique quelque part? Aujourd'hui, on va lever le capot et plonger ensemble dans l'architecture invisible du net. Et vous allez voir, elle est pleine de surprises, avec ses coups de génie et ses faiblesses assez incroyables. Bon, quand on voit une image comme ça peut faire un peu peur, hein. On dirait un vrai plat de spaghettis. Et pourtant, chaque email qu'on envoie, chaque page web qu'on ouvre, eh bien, ça navigue là-dedans, dans ce labyrinthe de connexions. Mais pas de panique. En fait, il y a une logique très claire derrière tout ce bazar, et c'est justement ça qu'on va démêler aujourd'hui. Allez, pour y voir clair, on repart de la base de la base. Avant même de décortiquer Internet, il faut qu'on soit d'accord sur ce que c'est un réseau. Et attention, c'est bien plus que la petite icône Wi-Fi qui s'affiche sur nos écrans. En réalité, la définition est hyper simple. Un réseau informatique, c'est juste un groupe d'ordinateurs branchés ensemble pour qu'ils puissent, se parler. Pensez au réseau à la maison. L'ordinateur, le smartphone, la télé, tout ce petit monde communique. Ou encore le réseau d'une fac. Internet, au fond, c'est exactement ça, mais en version XXL à l'échelle de la planète. Rien de plus. Maintenant, pour vraiment comprendre pourquoi Internet est si révolutionnaire, le mieux c'est de le comparer à son grand ancêtre, le bon vieux réseau téléphonique. Parce que les deux ont été conçus avec des idées complètement opposées. Et c'est là que ça devient fascinant. D'un côté, on a le téléphone. Lui, c'est la commutation de circuits. Pour passer un appel, le réseau vous réserve une ligne privée, une sorte d'autoroute juste pour la conversation. C'est super fiable, la qualité est top. De l'autre côté, Internet, le chaos organisé. C'est la commutation de paquets. Là, pas d'autoroute privée. Tout le monde partage la même route. Les données sont découpées en petits morceaux et le réseau fait de son mieux pour les livrer. Ça paraît moins bien dit comme ça, hein, mais c'est justement cette souplesse qui est géniale. C'est grâce à ça qu'Internet a pu s'adapter à des trucs complètement fous et imprévus à l'époque, comme le streaming vidéo. Ok, mais attendez, si tout le monde est sur la même route en même temps, comment ça se fait qu'on ne soit pas dans un bouchon permanent? Comment des milliards de données peuvent circuler sans que tout explose? La magie derrière tout ça, ça porte un nom un peu technique, le multiplexage. Alors, il y a plusieurs façons de faire. La vieille méthode, c'est le TDM. L'image du feu de circulation est parfaite pour ça. Imaginez un carrefour. On donne le feu vert à la voie A, puis à la voie B, puis à la voie C. Chacun son tour. La voie a la route pour elle toute seule, mais juste un petit moment. Ça marche bien si le trafic est constant. Mais si une voie est vide, on attend quand même son tour pour rien. C'est pas très malin. Une autre technique, un peu du même genre, c'est le FDM. Là, pensez à la radio FM. Chaque station a sa propre fréquence. Elles émettent toutes en même temps, mais sur des couloirs différents, donc elles ne se mélangent pas. C'est simple, mais on a le même problème. Si une radio ne diffuse rien, sa fréquence est occupée pour rien. C'est du gaspillage. Et maintenant, voici la méthode d'Internet. Le fameux multiplexage statistique. Et là, c'est beaucoup plus intelligent. L'idée, c'est qu'on ne réserve plus rien à l'avance, on est dans le dynamique. On n'utilise la route que si on a vraiment quelque chose à envoyer. Et pour bien piger le truc, l'analogie de la poste est absolument géniale. C'est tout simple. Vos données, c'est comme des lettres dans des enveloppes. Le réseau, c'est la poste. Peu importe de qui vient la lettre, elles finissent toutes dans le même camion du facteur pour être livrées. Et ce système, il est parfait pour le trafic sur Internet, qui est totalement imprévisible, qui fonctionne en rafale. On envoie un email, puis rien, puis on charge 3 pages web. La Poste gère ça sans aucun problème. Bon, maintenant, on sait comment les données voyagent toutes ensemble. C'est super. Mais comment elles savent où aller? Et comment l'ordinateur qui les reçoit arrive à les comprendre? Pour que tout ce petit monde puisse communiquer sans que ce soit l'anarchie totale, il faut des règles. Et sur Internet, ces règles s'appellent des protocoles. Un protocole, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un langage commun. C'est un ensemble de règles sur lesquelles deux machines se mettent d'accord pour pouvoir discuter. C'est un peu la grammaire et le vocabulaire d'Internet. Si les deux ordinateurs ne suivent pas le même protocole, c'est comme si l'un parlait français et l'autre japonais. Ils ne se comprendront jamais. Et des protocoles, croyez-moi, il y en a un sacré paquet. HTTP, TCP, IP, DNS, que des acronymes de 3 ou 4 lettres. Quand on voit ça, on se dit « Waouh, quelle usine à gaz !» On a l'impression que c'est un bazar sans nom, pas vrai? Mais en réalité, pas du tout. Tout ça est super bien rangé. C'est pas une soupe, c'est plutôt un millefeuille. C'est ce qu'on appelle la pile de protocoles. Chaque protocole est une couche du gâteau, et chaque couche a une seule tâche, très précise. Elle ne parle qu'à la couche juste au-dessus et juste en dessous d'elle. En bas, on a la couche qui transforme tout en signaux électriques, et tout en haut, celle qui parle à notre navigateur. C'est une division du travail ultra intelligente. Prenons un exemple de tous les jours. Charger une page web. Tout en haut de la pile, notre navigateur utilise le protocole HTTP. C'est lui qui dit « S'il te plaît serveur, envoie-moi cette page ». Mais ce message, il ne voyage pas tout seul. Il est mis dans une enveloppe gérée par la couche du dessous, le protocole TCP.
Et le rôle de TCP, c'est de s'assurer que tous les morceurs de la page arrivent bien, sans erreur et dans le bon ordre. Chacun son boulot, l'organisation est parfaite. Toute cette belle mécanique est incroyable d'efficacité. Mais, et c'est un très gros mais, elle a un défaut de naissance. On arrive au grand paradoxe d'Internet. Toute cette architecture a été pensée à une époque où le réseau connectait une poignée de chercheurs qui se faisaient tous confiance. Personne n'imaginait la malveillance. Et ce péché originel, cette confiance aveugle intégrée dans son ADN, c'est la cause de ses plus grandes failles aujourd'hui. Le problème, il est là, noir sur blanc. À la base, Internet a 2 immenses angles morts. Premièrement, impossible de vérifier qui envoie vraiment un message. On peut mettre n'importe quelle adresse d'expéditeur, personne ne vérifie. Deuxièmement, rien ne garantit que le message n'a pas été modifié en chemin. En gros, n'importe qui peut prétendre être n'importe qui d'autre. Tout le système reposait sur l'idée que personne n'allait tricher. Un peu naïf, avec le recul, non? Et évidemment, cette naïveté des débuts, aujourd'hui, elle est exploitée à fond. L'exemple le plus connu, c'est l'attaque DDoS. Le principe est bête comme chou. Un pirate prend le contrôle de milliers d'ordinateurs et leur ordonne de se connecter tous en même temps à un seul site web. C'est un véritable tsunami de connexion. Et comme le réseau a été conçu pour faire confiance à tout le monde, le pauvre serveur est submergé. Il essaie de répondre à tout le monde, s'épuise et il plante. Et tout ça, ça nous laisse avec une question vertigineuse en fait. On a construit tout notre monde moderne, notre économie, notre culture, sur des fondations qui ont été pensées pour un monde de bisounours, un monde de collaboration bienveillante. Alors comment est-ce qu'on protège ce monde maintenant qu'il est devenu une sorte de Far West numérique? Comment sécuriser tout ça sans détruire ce qui a fait sa force, son ouverture et sa liberté? C'est sans doute le plus grand défi technique et même philosophique de notre époque.